comment dire, c'est une façon de présenter les choses de manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse, car en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française. Enfin, de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Ben non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel mais je vous parle sur le terrain. En termes de dangerosité, de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez? En termes de danger et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce que une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je vais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû le faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie éventuellement. En fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger. Si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre
à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Et vous savez que l'histoire de la guerre contre le terrorisme en Afrique, la version officielle, présentée, entretenue, financée à travers des médias, des instituts, des ceci, cela, elle donne très peu d'espace à une expression pour une autre analyse, pour voir autre chose. C'est-à-dire que dans cette guerre du terrorisme, il y a deux points qu'il faut bien voir. C'est-à-dire, c'est quoi réellement cette guerre? Ce qui est agité, comme je dis, l'écran médiatique, là, mettons-le de côté. Regardons concrètement. L'enjeu, c'est quoi d'abord? Parce qu'il faut aussi s'entendre sur cet enjeu dont on ne dit pas. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi, les bandits terroristes, là? Non. L'enjeu, c'est cet espace. Qui part de quoi? Qui part des champs gaziers de l'Algérie, du gaz, que la France prend pour son chauffage, et qui traverse et qui va de l'autre côté, l'autre extrémité, c'est quoi? C'est le Niger, et c'est les mines d'Areva. Mines d'Areva. Les mines d'uranium d'Areva, que la France achète à très bon prix, et 2 ampoules sur 3 en France s'allument et marchent grâce à l'uranium du Niger. Cet espace est sujet aujourd'hui à des convoitises. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, la Chine est toute puissante, elle arrive. La Turquie est en Libye. Les Russes sont en Libye. L'Iran s'intéresse de plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de l'uranium, d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. même pas exploitées, M. Niang, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si elles veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que, sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Janvier 2013. 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Les Français ne sont plus les seuls à avoir des intérêts dans la région. Ils doivent maintenant composer avec les investisseurs chinois et de nouveaux venus, les Américains. La France-Afrique est devenue le monde Afrique. Car l'Afrique est maintenant un pion essentiel sur l'échiquier mondial du XXIe siècle. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure?
Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler a new scramble for Africa, c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. Déjà au XIIIe siècle, l'Empire du Mali s'étendait sur une grande partie de l'Afrique occidentale. Il était fabuleusement prospère. Le sel, l'ivoire et l'or en avaient fait un carrefour majeur du commerce de l'époque. Mais très vite, ces richesses ont attisé les conquêtes. Nous avons le sentiment d'être en continuité d'une histoire. Nous sommes la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique qui touche l'océan, l'Afrique forestière. Et donc, ce point de vue fait que nous avons une position stratégique essentielle. Qui contrôle le Mali contrôle l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique. C'est une position, c'est absolument clair. Et donc, cet espace devient un espace de convoitise. Dans les années 60, la découverte de gigantesques réserves de pétrole dans le golfe de Guinée attire un nouvel acteur dont les besoins sont énormes. Les États-Unis. Les États-Unis investissent économiquement, mais aussi militairement sur le continent africain, devenu le nouveau champ de bataille de la guerre froide. Pour contrer les intérêts soviétiques, les Américains soutiennent secrètement des rébellions armées en Éthiopie et en Angola. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance au monde. Ils lancent en 1992, dans le cadre de l'ONU, une intervention dite humanitaire dans la Corne de l'Afrique, un territoire hautement stratégique. Ils envoient en Somalie 28 000 soldats dans le but de mettre un terme à une guerre civile. L'opération, qui prend fin 2 ans plus tard, se termine par un désastre. Des soldats américains sont capturés et tués, et les images de leurs corps mutilés sont diffusées par les médias du monde entier. Pour les États-Unis, c'est une humiliation. L'armée se retire. En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane. Jeremy Keenan, un professeur et essayiste britannique, a passé 40 ans à étudier le Sahara. Il soutient que le discours de l'engagement militaire des États-Unis pour la région n'est pas seulement sécuritaire. Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington. Et plus particulièrement le Sahel, avec au nord, en Algérie et en Libye, les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, et au sud, celles du golfe de Guinée. De surcroît, le Sahara serait riche de gisements pétrolifères encore vierges.
Soudain, on s'est mis à parler officiellement du développement d'Al-Qaïda dans cette région d'Afrique. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis de justifier un nouveau front contre le terrorisme en Afrique. Deterring and defeating transnational threats, preventing future conflicts, supporting humanitarian and disaster relief efforts, and protecting U.S. security interests. That's the mission of U.S. Africa Command. Ils se sont dit qu'il leur faudrait un poste de commandement séparé, un QG qui se concentrerait sur l'Afrique. Le gouvernement Bush, c'est Donald Rumsfeld qui était à la tête du Pentagone à l'époque, a décidé de créer ce poste de commandement exclusif. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir divisé la planète en secteurs militaires distincts, qu'ils surveillent et dans lesquels ils possèdent des bases. Il y a Northcom, PACOM, Southcom, EUCOM, CENTCOM et maintenant AFRICOM. Derrière ses intentions déclarées de lutter contre le terrorisme et de fournir de l'assistance humanitaire, AFRICOM s'est implanté sur tout le continent en organisant des exercices militaires avec un nombre croissant de pays africains. Mais est-ce là la seule raison d'être d'AFRICOM? Pékin s'est fermement établi comme un contrepoids aux intérêts français et américains sur le continent. À partir des années 2000, la Chine va les prendre de vitesse, comme dans le reste du monde, en devenant le plus gros partenaire commercial de l'Afrique. Les Chinois sont arrivés sur ce continent au moment où finalement toutes les puissances occidentales, et en particulier les Français, étaient en train de donner des leçons aux Africains en disant il faut faire des élections, il faut la démocratie, et puis surtout il y avait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Les Chinois sont arrivés, ils ont dit aux Africains nous, on vous donne pas de leçons, on s'ingère pas dans vos affaires politiques. Les dettes, on vous donne tout l'argent. Finalement, les Occidentaux, c'est très bien, ils vous ont annulé les dettes, ils ont passé l'ardoise. Mais nous, auprès de nous, on vous donne des prêts énormes à taux zéro. Donc, ils ont fait le contraire de ce qu'ont fait les Français et les Occidentaux, et ils sont devenus les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les matières premières stratégiques. Dans ce câble diplomatique de 2010 révélé par Wikileaks, un assistant du secrétaire d'État américain qualifie la Chine de concurrent économique agressif, pernicieux et dépourvu de morale. L'objectif réel des États-Unis en Afrique est de mettre en place des mécanismes qui assurent l'accès à des ressources stratégiques essentielles aux industries clés américaines, ainsi que l'accès au pétrole, afin de se poser comme contrepoids à la Chine. La Chine se livre elle aussi à une course pour acquérir le plus de minerais, de pétrole et d'autres ressources naturelles possibles pour ses industries. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient peut-être plus une puissance industrielle majeure, ont une industrie militaire qui dépend largement de minerais qui ne se trouvent qu'en Afrique. AFRICOM va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Mais quand le Pentagone veut installer son poste de commandement sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Américains cherchaient à établir le siège d'AFRICOM ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Cette opposition a obligé les Américains à installer la base de commandement d'AFRICOM à des milliers de kilomètres de là, à Stuttgart, en Allemagne. La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche, le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident.
Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Mouammar Kadhafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Une des premières choses qu'il a faites après son arrivée au pouvoir en 1969 a été d'expulser les bases militaires britanniques et américaines de Libye. Et la position de Kadhafi jouissait d'un soutien politique considérable sur le continent. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Kadhafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de chien fou du Moyen-Orient et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Kadhafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Kadhafi est devenu une sorte de sommité, une voix prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Kadhafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain Rascom. Et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de désert libyen en terres agricoles. Kadhafi démontre ainsi que l'Afrique peut se développer sans passer par les banques occidentales ou le Fonds monétaire international. À coût de dizaines de milliards de dollars, la Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Donc l'Afrique, du point de vue de Kadhafi et sous son leadership, est ainsi devenue de plus en plus un bloc et non plus une série de nations individuelles disparates avec lesquelles on pouvait négocier en tête-à-tête et qu'on pouvait monter les unes contre les autres. Lorsque Kadhafi est élu président de l'Union africaine en 2009, les Américains s'inquiètent. Dans un câble révélé par Wikileaks, il note que la Libye va chercher à utiliser la présidence de Kadhafi pour le glorifier et promouvoir son projet d'États-Unis d'Afrique. Les multinationales américaines ont aussi leurs problèmes avec le dirigeant libyen. En particulier, lorsqu'il décide d'annuler un contrat d'1 milliard de dollars avec Bechtel, la plus grande entreprise de travaux publics aux États-Unis, qui entretient des liens étroits avec Washington. Le fait qu'une compagnie ayant le savoir-faire et l'assise financière de Bechtel ne soit pas parvenue à décrocher ce contrat est un avertissement pour les entreprises américaines et occidentales qui cherchent à s'implanter sur le marché libyen en pleine expansion, ainsi que pour les autres entreprises américaines qui envisageraient d'y investir. Kadhafi se met aussi à dos la France. Après avoir été courtisé par le président Nicolas Sarkozy, le dirigeant libyen annule de gros contrats d'armement. On oublie à quel point Sarkozy avait déroulé le tapis rouge à colonel Kadhafi en décembre 2007 et le colonel Kadhafi, en échange, lui avait promis 14 milliards de dollars de contrats. Il y avait une shopping list absolument incroyable. Finalement, Kadhafi a ridiculisé Nicolas Sarkozy parce qu'il n'y a rien eu du tout ou très très peu de choses par rapport à ce qui avait été promis. En mars 2011, alors que le printemps arabe se répand en Afrique du Nord, la France et les États-Unis décident d'agir.
le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. La protection des droits de l'homme justifie la guerre. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. We hit Gaddafi's troops in neighboring Ajabia, allowing the opposition to drive them out. We hit Gaddafi's air defenses. C'est la première guerre d'Africom et son commandant en chef est le premier président afro-américain. Pour reprendre les mots du gouvernement Obama, le rôle des États-Unis dans la guerre contre la Libye consistait à diriger par derrière. Mais le plus intéressant, c'est que la guerre a été ouverte et dirigée d'abord par Africom, puis la mission a été reprise par l'OTAN. En d'autres termes, ceux qui mènent les opérations à l'OTAN sont eux-mêmes dirigés par les États-Unis qui commandent officiellement l'OTAN. En plus de ça, après l'arrêt des bombardements et avoir fait l'éloge des alliés en Libye, Obama a révélé qu'un certain nombre de bombardements français avaient en réalité été effectués par des pilotes américains. L'intervention en Libye est aussi une façon d'envoyer un message aux autres États-nations africains. S'ils se lancent dans un processus de défiance radicale visant à une indépendance radicale, dans un processus nationaliste et anti-impérialiste, il pourrait y avoir des conséquences qui ne sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Cela revient à envoyer le signal clair aux États africains qu'il y a des limites dans lesquelles ils doivent opérer et qui ont été fixées par les opérations militaires américaines. En intervenant en Libye, en intervenant quelques mois plus tard au Mali, la France veut réaffirmer son rôle de puissance internationale qui a droit de siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais je crois que l'objectif essentiel de la France est de dire nous sommes une grande puissance. Peut-être nous n'avons pas la puissance économique que nous avions avant, mais nous sommes un grand acteur pour la paix et la stabilité dans le monde. Dans ces confrontations en Mali, personne ne sait exactement ce qui s'est passé puisque les médias ont été tenus à l'écart de la guerre. Donc il n'y a pas d'images autres que celles qui ont été livrées par l'armée française. Il fallait montrer que l'armée française était extrêmement efficace. Son matériel militaire, c'est mieux que le salon du Bourget, on dit les avions, etc. C'est beaucoup mieux de les voir en opération. Donc les opérations, le renseignement, tout ça était magnifiquement préparé. Et c'est pour ça que ça donnait à la France un label d'efficacité. Konna, ou ce qu'il en reste aujourd'hui. La ville est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'opération Serval. Konna a été le théâtre d'une bataille décisive avec les combattants islamiques du groupe Ansar Dine. C'est ici qu'ils ont été encerclés par les troupes françaises. Un mémorial en hommage aux premiers soldats français tués pendant ces affrontements a été érigé sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français. Sur le terrain, de nombreux témoins du conflit se posent des questions. L'attaque de Konna. On a considéré que la France ne voulait pas exterminer les islamistes. Les islamistes ont été repoussés, c'est tout. Ils sont repartis d'où est-ce qu'ils sont venus. Ils sont rentrés par les grandes portes du Sahara du Nord, du désert du Nord. Et ils sont là encore dans le Nord.
La question qui saute aux yeux, c'est ces pick-up, qu'est-ce qu'ils sont devenus au lendemain du début de l'intervention Serval? Il n'y a qu'une seule route qui conduit vers le nord. Il aurait été facile, avec les moyens aériens dont dispose la France, de les intercepter. Donc, il semble bien qu'il y a eu une dimension politique très forte dans cette intervention qui a été plus importante que la dimension militaire. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. En mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. But as we move to a train and advise mission in Afghanistan, our reduced presence there allows us to more effectively address emerging threats in the Middle East and North Africa. So earlier this year, I asked my national security team to develop a plan for a network of partnerships from South Asia to the Sahel. « 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire.
reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats arabes unis y ont été associés, l'Arabie saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. One of the main things that I myself heard firsthand at the time of the war, and I was shocked by, is a French mediator who came to Libya and said to me personally, why did you have to think and support the African currency, the African unified currency? The West sees such economic efforts initiated by Gaddafi in Africa as very, very, very dangerous and destabilizing for the European security, economic security, and for the dominance, imperialist dominance Europe has over Africa. Not many people think that such a project led by Libya to establish the common African market and the united African currency are actually the main reasons, or among the main reasons of NATO's intervention in Libya. While more speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. And as RT's Laura Emmett reports, the organisation may have been trying to prevent Gaddafi from burying the American buck. According to some, it's about protecting civilians. We must not tolerate this regime using military force against its own people. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You'd think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli. But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this. One in '96 and another one in the year 2000.
called the World Mataba Conference organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. The UK's gold is kept here in a secure vault somewhere in the depths of the Bank of England. As in most developed countries, there's not enough to go around. But that's not the case in places like Libya and many of the Gulf states. A gold dinar would have given oil-rich African and Middle Eastern countries the power to turn around to their energy-hungry customers and say, sorry, the price has gone up and we want gold. Some say the US and its NATO allies literally couldn't afford to let that happen. Laura Emmett, RT, London. D'un côté, la plus grande armada du monde, formée de 28 pays, les plus puissants du monde, contre 6 millions d'habitants en Libye. 1 milliard d'habitants dans les pays qui composent l'OTAN, grosso modo, 28 nations puissamment armées. Que pouvait-on faire? Je crois qu'ils pensaient que la guerre durerait 15 jours. Ça a duré 8 mois. 26 000 sorties d'avions, 10 000 frappes aériennes, 50 000 morts. Voilà. Et puis les résolutions qui ont été adoptées en 1973 ont commencé à être violées. On passe à la résolution 1973 qui parlait de no-fly zone basée sur la protection des civils, à régime change. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, ils nous ont menti. Voilà la situation. Ce qui explique qu'en Syrie, dès qu'ils ont voulu faire la même chose, ils ont eu 2 vétos. Même pas un seul, 2 vétos. Lorsqu'un président de la République française interdit, moi je suis tombé sur le dos quand j'ai entendu ça. Vous savez que l'Union africaine, qui était à l'époque présidée par son Excellence le président Obiang, de la Guinée équatoriale, avait, à propos de la Libye, avait une solution négociée à proposer. Ils ont formé une délégation pour y aller. Et Sarkozy leur dit, je vous interdis de monter dans l'avion, parce que si vous passez l'espace, je vous flingue. Eh bien ça s'appelle de l'irrévérence, c'est de l'irrespect. On ne parle pas comme ça à des pays qui sont souverains. Ce n'est pas que des mots, ça a un sens. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la jalousie sur le bien, la richesse des Africains. Aujourd'hui, la crise économique qui secoue aujourd'hui les pays européens, ils tentaient de changer l'ordre mondial. Ils tentaient de chercher les moyens comme ils veulent, parce qu'il n'y a pas de possibilité de sauver la situation de la crise. Aujourd'hui, voyez-vous le problème de la Libye, on a réparti les revenus pétroliers.
Ça, c'est pareil. Ah, vous voulez dire que les États occidentaux se sont partagés la Libye aujourd'hui? Aujourd'hui, ils veulent changer l'ordre mondial. Ils se sont retrouvés la Libye pour trouver la richesse. C'est le problème qui arrive. Ça, les complicités que la Guinée équatoriale a, parce que la Guinée est un pays riche. Il y a certains États ou certains organismes ou entreprises qui ont besoin de la richesse de la Guinée équatoriale. Vous les connaissez? Non, je ne peux pas parler. Non, mais on a souvent dit que vous faisiez... C'est l'intention. C'est l'intention. Alors, vous faites l'objet de pression, Monsieur le Président, de la part des États occidentaux? Oui, toujours. Toujours? Oui. Comment ça se manifeste? Bon, politiquement. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, par exemple, comme les biens mal acquis, par hasard? Bon, le problème des biens mal acquis, c'est récent. C'est récent. Oui, toujours, j'ai des pressions. Avec certains pays, l'ancienne puissance coloniale, peut-être je suis aujourd'hui comme membre des pays de CEMAC. Il y a la beaucoup communauté de choses. économique et monétaire d'Afrique centrale. Oui, parce que la Guinée équatoriale tente d'imposer une situation pas pour avoir la transparence dans la situation de CEMAC, parce qu'il n'y a pas de transparence. Dans la gestion des institutions de la CEMAC, Oui, la communauté économique et monétaire par d'Afrique exemple, centrale. les mêmes banques centrales, les revenus, c'est-à-dire les intérêts, ne correspondent pas à les Africains. Ah bon? Oui. Mais qui les détourne ces revenus? Je ne sais pas. Monsieur le Président, vous avez une idée? Non. Vous avez une idée? C'est l'ancienne puissance colonisatrice, la France? Oui, la puissance Oui. La France, entre autres. Vous savez que j'avais une discussion avec le président Chirac, parce que j'avais mis notre moyen économique à un banc américain. On m'avait accusé d'avoir violé la convention, la règle de CEMAC. J'étais obligé d'apporter tout notre l'argent. Votre trésor. Oui, mais j'ai demandé l'intérêt pour pouvoir gérer bien le fonds de la Guinée équatoriale. Éclairez mon ignorance, Monsieur le Président. Comment la France intervient dans la CEMAC, dans la Banque des États d'Afrique centrale? Vous savez que la France aussi, c'est un pays membre de CEMAC. Oui, parce que la protection de la Guinée, la monnaie, est garantie par la France. Est garantie pour la France. Parce que la France, il y a des bénéfices aussi. Et elle tire de gros bénéfices? Oui, c'est ça. Beaucoup trop pour vous? Je crois que je parle seulement pour le fonds de la Guinée équatoriale. Je ne peux pas toucher les autres pays. Et maintenant, vous avez droit au chapitre puisque vos fonds sont importants au sein de cette Banque des États d'Afrique centrale. C'est le problème. C'est pour ça que vous avez demandé la rotation? Oui, c'est le problème. Parce que j'ai demandé la rotation. Aujourd'hui, le gouverneur, c'est la Guinée équatoriale. C'est un citoyen de la Guinée équatoriale. Ça, il ne plaît pas plusieurs gens, étant membres de CEMAC, que la Guinée soit le pays qui retient aujourd'hui le gouverneur. Parce que le gouverneur, il tentait d'imposer la règle de transparence. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. L'Afrique, qui a connu l'esclavage, c'est parce qu'il y avait naissance, il y avait une révolution commerciale qui a eu comme conséquence l'esclavage, donc la première révolution du capitalisme. L'Afrique, qui a connu une deuxième révolution, qui a connu une deuxième conséquence avec la révolution, comment dirais-je, la révolution industrielle, ça donnait la colonisation. Et actuellement, nous sommes dans la troisième révolution, la révolution numérique. Donc l'Afrique doit tirer les leçons du passé, parce que
quand vous regardez l'histoire africaine, vous vous rendez compte que c'est à cause du capitalisme, pendant 5 siècles, que nous souffrons. Donc, si ces capitalistes sont encore puissants, et on ne sait pas s'organiser pour faire face à cette puissance, nous allons encore tomber dans un esclavage sur notre propre continent. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que quelquefois ça me fait rire. Est-ce que les Africains sont conscients? Les élites africaines sont conscientes? Je pose une question. Élite politique comme intellectuelle. Regardez l'Union africaine, le dernier forum, le 30e sommet, où on a voté, on a nommé Kagame comme président. Le thème c'était lutter contre la corruption pour essayer que l'Afrique se développe. Mais regardez un sujet accessoire. Quand d'autres puissances parlent comment se préparer pour faire face à la guerre qui va éclater. Non, les Africains se retrouvent pour perdre la corruption. Donc les Africains sont encore dans ce qu'on peut appeler les secondaires. Or, l'essentiel est géopolitique. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Il y a des acteurs non étatiques qui sont plus puissants que les États, qui risquent de faire plus mal que d'autres puissances étatiques. Regardez, on n'est pas tellement, on ne suit pas les informations ici. On ne suit pas les informations, mais on ne lit pas beaucoup. Je pense que c'est le travail de l'élite. J'ai dit, on vient de connaître, on a un passé douloureux avec le capitalisme. Nous devons être attentifs pour voir, suivre de plus près ces mutations, pour éviter que l'histoire se répète. À Davos, il y a eu beaucoup d'interventions, des hommes d'affaires. C'est en Suisse à Davos, forme de Davos, des hommes d'affaires, des militaires, des diplomates, des intellectuels, des journalistes. Et là-bas, on parle d'une crise économique. Cette crise va éclater cette année. Quand la crise va éclater, résultat, il y aura la guerre. Et aujourd'hui, toutes les grandes puissances se préparent à la guerre. Il n'y a que l'Afrique qui ne comprend pas. L'Afrique est dans l'accessoire et dit non, non, la corruption, il faut combattre la corruption. Alors que la guerre est à la porte. Donc c'est un peuple qui n'a pas tiré les leçons de l'histoire, qui a connu un passé douloureux. Quand Trump, le président américain, a fait le premier tour en Asie, la Chine, Philippines et autres, Corée du Sud, Trump est passé par les grandes bases militaires à Hawaï. Il a mis les troupes américaines en alerte. Automatiquement, la Chine a répondu. La Chine, le président Xi Jinping, a demandé à l'armée chinoise de se préparer, de faire exercice à balles réelles pour se préparer à la guerre. Au même moment, le président Poutine demande à l'industrie d'armement de se préparer à la guerre. Et la dame, Madame Merkel, au forum, l'Allemande, il a parlé que l'Europe doit se préparer aussi à avoir une force militaire en dehors de l'OTAN pour faire face à ces menaces de la stabilité du monde. Je vais encore plus loin. Le monde arabe, les présidents, les fils un prince arabe, il a organisé l'Arabie Saoudite. Il a organisé à peu près 47 pays musulmans pour faire une coalition militaire sunnite contre les chiites, donc l'Iran avec les autres. Donc tout le monde se prépare à la guerre. Il n'y a qu'en Afrique où les gens prient pour la paix, où les gens créent des chaos, où les gens se battent contre la corruption. Donc nous sommes, je ne sais pas ce qui nous arrive, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés. Donc nous, qui lisons souvent, devons tirer l'attention. Parce que, vous savez, après chaque guerre, les puissants, donc les gagnants, se partagent toujours les espaces, les butins. On redessine les frontières. Or, quand vous venez dans le cas de l'Afrique aujourd'hui, vous prenez le nord de l'Afrique. Vous avez une base américaine. Vous avez la base française. L'Allemagne va s'installer aussi avec sa base. Vous prenez la Corne de l'Afrique. Vous avez la Chine.
La Chine qui a compris pour ses intérêts, il doit les défendre. Vous avez la Turquie, vous avez le Japon, ils ont des bases. Or, ces gens-là ne vont pas se battre pour notre bien. Le jour où vont ça, donc la guerre éclate, ils vont trouver un compromis. C'est partager l'Afrique. Donc nous sommes sur ce que j'appelle, on est en train de préparer le partage de l'Afrique 130 ans après. Il dit il faut que les gens tirent les leçons du passé. Un passé récent. La Libye, on prévoit déjà 3 États. Ce jour-ci? Oui, déjà. Les cas circulent. La Libye. Est-ce que la Libye est-ce que c'est le même peuple, hein? Même religion? Qui a fait la guerre? C'est l'Occident. Pourquoi l'Occident l'a fait? Pour écarter la Chine du jeu et deuxièmement contrôler le pétrole. Donc le capitalisme connaît des mutations, on s'en fout de vous. Parce que dans l'imaginaire des géopolitologues occidentaux, l'Afrique, c'est un continent de manœuvres entre grandes puissances. Très souvent, on lit que les auteurs occidentaux. Il y a dernièrement un auteur russe qui a publié un ouvrage en 2015 sur la guerre hybride. Comment l'Occident fait? Puis on parle de la guerre hybride ces derniers temps. Oui, oui. Donc cette guerre hybride, comment l'Occident fait pour empêcher la Chine, avec son projet Une ceinture, une route, de s'étendre. Donc il y a déjà une compétition entre l'Amérique et la Chine. Je ne dis pas un affrontement, je dis une compétition. Donc la Chine a proposé une ceinture de route. Et dernièrement, le président Trump a publié, je pense, un truc sur, autant que je regarde, excusez-moi. Hein. Oui, non, Freddy Moulumba, Okay. toujours ses recherches et oui. La stratégie de la sécurité nationale américaine pour l'Afrique, c'est fin 2017. Et Trump dit, donc la stratégie pour les Américains, la Chine est présente en Afrique, elle est dans les mines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ce qu'on a en Afrique pour produire quelque chose de qualité afin de faire d'être comme une alternative à la Chine. Donc il y a déjà une compétition à ce niveau-là. Est-ce que les Africains sont conscients? Et quand j'ai parlé de la guerre hybride, c'est par rapport à une ceinture, une route. Dans cette guerre hybride, l'Occident fait par tous les moyens, donc avec l'Amérique en tête, d'empêcher la Chine d'investir en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des chaos. Première instabilité. Premier cas, instabilité. Comme ça, la Chine ne saura pas s'installer. Ce qui s'est passé en Libye, avec la guerre, aujourd'hui la Libye était gouvernable, la Chine avait beaucoup investi, et il y avait près de 30 000 Chinois qui ont été récupérés par leur État. Ce qu'ils ont fait au Sud-Soudan, où il y a du pétrole, les gens s'entretuent, on ne sait pas l'exploiter, les Sud-Soudanais meurent de faim. Et on voit des bienfaiteurs venir donner à manger aux petits nègres maigrichons avec des moustiques, avec des mouches à la bouche, alors qu'ils sont assis sur une richesse. Donc tout ça, empêcher la Chine de mettre la main. C'est la guerre hybride. Deuxième cas de guerre hybride, c'est utiliser, soit à l'intérieur, c'est comme les cas chez nous, les ONG, avec leurs médias, pour créer un chaos et empêcher que la Chine puisse, comment dirais-je, mettre en pratique son projet, une ceinture, une route. C'est ainsi que vous voyez chez nous les ONG financées par l'Occident qui vous réclament les élections, qui vous réclament les droits de l'homme, bonne gouvernance, qui font des manifestations de manière régulière. Ce n'est pas pour créer la démocratie, c'est pour créer un désordre, pour que la Chine ne puisse pas réaliser son projet. C'est la guerre hybride. On nous laisse entendre que le besoin colossal de matières premières de la Chine
est une chance pour l'Afrique. Ça veut dire que nous ne sortons pas du schéma qui consiste à donner, à ouvrir les entrailles de la terre africaine pour donner les richesses de l'Afrique. On ne sort pas de ce schéma. On change seulement d'interlocuteur. C'est même pas d'interlocuteur. On appelle cela un développement. Ce n'est plus unipolaire, ce n'est pas bipolaire, et c'est multipolaire. Comme la multiplication des interlocuteurs avec le Brésil, la Chine, la Russie et le reste est considérée comme une chance pour l'Afrique. C'est grave, pourquoi? Parce que on n'a pas réglé le problème du paradigme, on n'a pas questionné le paradigme, on ne l'a pas remis en question, mais on nous invite à entrer là-dedans, mais seulement à engranger de l'argent pour des ressources dont la surexploitation débouche sur une catastrophe écologique. On est déjà dans la catastrophe écologique, mais on demande à l'Afrique d'entrer dans ce schéma-là pour continuer à offrir l'uranium, le pétrole, le coltan, l'or dont les autres ont besoin. Donc la grande bataille qui s'annonce entre l'Occident et l'Orient, entre les États-Unis et la Chine, bien sûr l'Europe cherche sa place là-dedans, mais ça c'est un autre débat. Donc c'est cette bataille qui s'annonce. On demande à l'Afrique d'être présente pour offrir aux demandeurs des matières premières ce dont ils ont besoin. Alors, et l'illusion de l'émergence de l'Afrique, les pays qui émergent, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, quand on regarde la dimension, c'est des sous-continents ou des continents. Nous sommes 53 micro-États, des petits États qui n'ont pas réussi à faire la paix à l'intérieur, qui n'ont pas réussi à surmonter les problèmes de frontières, mais à qui on fait miroiter le fait que rien que la simple organisation des élections, c'est la démocratie. Africa, historically, sub-Saharan Africa, has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. We are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay, and to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know, so this is what we do in academic institutions. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident
installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation. Alors si l'Afrique possède, voilà la question, si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantilisée, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? Car les faibles, ceux qui sont, je prends l'image de pot de terre, les faibles, les pauvres, les fragiles, les timides, les balkanisés, on attend quoi? Les balkanisés ne sont qu'au pot de terre. Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste, tout le reste. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Il faut des États-nations africains locomotives.
Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi. Hein. Il faut des États africains, nations à l'heure actuelle, des États-nations africains, même si tout le monde, nous sommes tous des pots de terre, mais il faut quand même que certains soient des locomotives, c'est-à-dire des leaders. Si on fait les statistiques honnêtement, au moins 95% de la jeunesse à l'opinion majoritaire donc, du continent, ils sont pour l'État fédéral africain. C'est-à-dire créer une puissance politique africaine. C'est ça qui nous manque le plus. Parce qu'on peut avoir une puissance économique, on peut avoir le franc même, la monnaie, etc. Mais si on n'a pas de puissance politique, on ne se protège pas assez. Aujourd'hui, les États-Unis ont la puissance politique, la puissance économique, la puissance monétaire, culturelle et scientifique. Mais ils ont d'abord eu la puissance politique qui a créé toutes ces autres puissances. Nous, on nous dit de faire l'économie avec les moyennes et petites entreprises. Mais on ne peut pas se développer avec une moyenne entreprise, encore moins avec une petite entreprise. On se développe avec des grandes entreprises, avec la grande industrie. Bon, on nous dit qu'il faut faire le dialogue nord-sud, mais le sud est hyper développé. Le nord est hyper développé, le sud n'est rien. Comment on va dialoguer? Sur quelle base on va dialoguer? C'est le dialogue du pot de fer et du pot de terre. Et quand on voyage ensemble, quand on se cogne, c'est le pot de terre qui sera cassé, vous voyez bien. Donc tout ça, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et Bruxelles, l'Union européenne à Bruxelles, tout ce qu'ils nous racontent, c'est pour perpétuer la domination du continent africain. La jeunesse n'en veut plus. Et je crois que c'est ça l'espoir. Nous voulons bâtir une puissance politique africaine pour résoudre ensemble nos problèmes monétaires, économiques, scientifiques, de sécurité même du continent africain. Nous sommes des hommes comme des êtres humains. On doit se respecter soi-même. Et que même si les autres ne vous respectent pas, on doit se respecter soi-même et faire le bonheur du continent africain. Aussi, on a trop souffert. Il faut arrêter la souffrance.